Et voilà, donc bientôt, paroles de Pierre Perret, paroles et musique de Pierre Perret, orchestration Les Ogres de Barbac, que j'adore aussi, les Ogres, vidéoclip Gabriel Grinda et Alexandre Nacha, cadrage additionnel Manuela Comp, sous l'œil bienveillant de Fifou, un grand merci à Gilou et à l'harmonie fanfare de Nangis 77. Donc voilà, encore une très très belle réalisation de Pierre Perret, hein. Toute sa vie, ce monsieur, il a été vraiment porteur comme ça de chansons hyper fortes, hyper puissantes. Je suis désolée, hein, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, je suis rien du tout. C'est lundi, on commence en douceur, mais en même temps, bien réveillé pour essayer de prendre conscience tous de tout ce qu'il nous reste à faire si on veut participer, nous aussi, à ce besoin de retour du bon sens, de retour à la vie, la vraie, et puis voilà, à la défense de nos libertés, du bien commun. Bonjour Florence, bonjour Nini. Bah oui, on a plein de points communs apparemment, Florence. Alors voilà, on devrait plus réussir à travailler en bonne intelligence. Moi j'apprécie le débat contradictoire. Je suis pas là. Au contraire, les gens qui m'ont fait le plus avancer, c'est pas les gens qui m'ont applaudi en disant waouh, c'est génial ce que tu fais. C'est des gens qui m'ont dit non, ça va pas, non, je suis pas d'accord. Et puis ça m'a permis moi aussi de réviser ma copie et puis d'avancer encore. Il n'y a pas de. J'ai pas la prétention de tout savoir, j'ai pas la. Voilà, je suis pas dans la recherche de l'ego et d'avoir absolument toujours raison. Au contraire, voilà. Loin de me léser, mon frère, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu m'enrichis. Euh, Saint-Exupéry, c'est pas tout à fait la phrase originale, mais c'est à peu près ça. Hier, j'ai eu une chouette discussion avec Sarah, une des mamans victimes de l'aide sociale à l'enfance, Sarah de Brest. J'ai déjà partagé une de ses vidéos justement où elle mène un entretien avec une dame de l'ASE. Elle mène un entretien de façon magistrale, elle est excellente cette femme. Il va vraiment falloir qu'on arrive à travailler ensemble, on a quelques idées d'ailleurs là-dessus. Et chaque conversation c'est super riche c'est super riche en échange, en valeur, en partage de connaissances. Et hier, on a parlé aussi un peu de Krishnamurti. Je vous invite à le découvrir si vous ne connaissez pas. L'une des phrases les plus connues de ce philosophe indien, qui est du siècle dernier, hein, où je vais regarder un peu, je ne sais plus exactement. Euh, Ce n'est pas signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté dans une société malade. Alors, je sais plus comment ça s'écrit. Krishna, ça doit être Murti. On pourrait regarder aussi voilà, des vidéos de cet homme. Ça s'écrit en un seul mot. Jiddu Krishnamurti. Hop, la petite page Wikipédia. Donc, voilà. Jiddu Krishnamurti, ou Jiddu Krishnamurti, ok. Euh, Né à Madanapal le 12 mai 1895 et décédé en Californie le 17 février 86. C'est un penseur indien promouvant une éducation alternative apparu au sein de la théosophie et de la contre-culture dans les années 1960. Sa pensée exerça une influence notable sur des auteurs et des personnalités de différentes disciplines. D'abord présenté dès son adolescence par la société théosophique, à l'époque comme un messie potentiel, il a opéré un revivement un peu plus tard pour développer une thèse radicalement opposée, reposant principalement sur l'idée qu'une transformation de l'humain ne peut se faire qu'en se libérant de toute autorité. Sa conviction était qu'un tel changement devait passer par une transformation de ce qu'il appelait le vieux cerveau conditionné de l'homme, mutation de la psyché, afin d'accéder à une liberté que ni les religions, ni l'athéisme, ni l'idéologie politique ne seraient capables de produire, puisque selon lui, elles ne font que perpétuer les conditionnements. Voilà. Donc, on peut lire sa biographie si ça vous dit, elle est un peu longue. Je voulais voir sa bibliographie parce que c'est vrai que c'est assez long, hein. On va lire la pensée. La pensée de Krishnamurti est selon lui résumée dans son texte de 1980, Le cœur des enseignements.
Il se fonde sur sa citation de 1929, selon laquelle « La vérité est un pays sans chemin ». L'acquisition de cette vérité... Il y a le train qui passe. L'acquisition de cette vérité, qu'il appelait aussi l'art de voir, ne peut, selon lui, se faire au travers d'aucune organisation, aucun credo, aucun dogme, prêtre ou rituel, ni aucune philosophie ou technique psychologique. Elle serait mieux connue par le miroir des relations et l'observation du contenu de son propre esprit. Les images, les symboles, les idées, les croyances seraient tous des obstacles et la cause des difficultés humaines. La perception de la vie serait conditionnée par les concepts enracinés dans l'esprit. L'individu ne serait ainsi que le produit superficiel d'une culture. Il y a quelques lignes encore. À partir de son constat, une liberté peut être entrevue dans l'observation attentive de son propre manque de liberté. La connaissance du mouvement de ses propres pensées révèle l'esclavage au passé, la division entre le penseur et sa propre pensée. L'observateur est l'objet d'observation, l'expérimentateur et son expérience. Quand cette division se résorbe, l'observation pure, libérée du temps et des conditionnements, provoquerait une mutation radicale de l'esprit. Bien que le sujet britannique, par sa naissance dans la période où l'Inde était sous administration britannique, puis résident américain, un visa qu'il devait renouveler pour demeurer à Ojai, je sais pas. Il se disait libre de toute nationalité, comme de toute culture ou religion, parce que selon lui, l'attachement à la nationalité provoque la séparation, qui est à son tour l'origine des conflits. Donc voilà, il y a eu des écoles, bon, voilà, il parle de paradoxes et de controverses, on pourra revenir aussi. Donc au niveau de la bibliographie, vous avez causeries et ouvrages de Krishnamurti, la période de 1910 à 1928, il a produit beaucoup de choses, hein. Causeries et ouvrages de Krishnamurti, la période de 1929 à 1933. Après, pareil, sur la période de 33 à 60, causeries et ouvrages de 61 à 69. Et après, ouvrage écrit par Krishnamurti. Ah, il faut cliquer dessus. Ouais. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Il a vraiment une bibliographie énorme. Voilà, donc c'est un monsieur qui a énormément produit tout au long de sa vie, et c'est vrai que sa pensée mérite d'être un peu plus connue, hein, parce que c'est vrai que, voilà, vous voyez, il y a énormément de choses. Vous pouvez après trouver des vidéos, hein, sur internet, tapez Krishnamurti, donc voilà, une vie très très riche. Voilà, monsieur en question. On va essayer de voir si on peut trouver des vidéos sympas. Hop. Éventuellement qu'on pourrait mettre quelque chose. Sinon c'est... Ah, voilà, vous trouvez des vidéos aussi pour ceux qui n'aiment pas lire. Entretien en français en plus, il parlait français ce monsieur. Enfin bref, si vous voulez comprendre un petit peu... voilà, la révolution psychologique, 3 minutes. On pourrait peut-être la regarder si ça vous dit. Hein? Je sais pas. Serait-on... To find out who you are, you have to inquire. Pour savoir qui tu es, tu dois te renseigner. You are the story of mankind. Tu es l'histoire de l'humanité. You should really, Réaliser cela pour révéler en toi see that you should une extraordinaire vitalité, énergie, beauté, amour. beauty, love. Because it Il ne s'agit plus d'être une petite entité se débattant dans un coin de la planète, struggling in the corner of the earth. You're part of this. tu fais corps avec l'humanité tout entière. C'est une énorme responsabilité que de préserver cette vitalité, cette beauté, cet amour. Mais la plupart d'entre nous ne voyons pas cela, parce que la plupart d'entre nous sommes préoccupés par nous-mêmes, nos problèmes particuliers, nos chagrins personnels, etc.
Et sortir de cette étroitesse d'esprit paraît presque impossible. Car nous sommes tellement conditionnés, programmés comme des ordinateurs, qu'il nous est devenu impossible d'apprendre quelque chose de vraiment nouveau. Notre cerveau est lent, répétitif, car nous nous sommes conformés, nous avons obéi. Nous avons suivi les gourous, les prêtres et les traditions. Et lorsque vous vous révoltez, comme les révolutionnaires ou les terroristes le font, cela reste très superficiel. De changer le modèle de la politique, de ce qu'on appelle la société. La société étant simplement la somme des relations entre les gens. Nous parlons d'une révolution qui ne serait pas physique, mais d'une révolution psychologique, dans laquelle il n'y aurait plus de notion de conformité. À l'intérieur, il n'y aurait plus de sentiment de conformité. La conformité apparaît quand il y a comparaison. Et un esprit complètement libéré de la comparaison, on le devient en apprenant à contempler toute cette histoire qui se déploie à l'intérieur. Aime et commente pour soutenir mon travail. Voilà, donc une petite vidéo d'introduction. Voilà, donc on reviendra là-dessus, hein, si vous souhaitez qu'on développe un peu plus sur Krishnamurti et son énorme travail. Si vous avez, voilà, il a écrit sur l'éducation aussi, il a écrit sur beaucoup de choses. On pourra faire sa lecture un petit peu. Donc un plan d'action pour la semaine, c'est le sujet. Donc comment faire pour essayer justement de mettre en pratique et sortir du théorique? Comment faire pour apprendre davantage, pour avoir ces réflexes justement d'écoute, de volonté de non-conformisme. Comment faire pour essayer de s'émanciper aussi de ce système qui nous contraint vachement par cette espèce de réussite sociale, hein, qui nous conditionne beaucoup, hein. C'est vrai que le regard des autres, nous sommes des êtres qui se comparent beaucoup, et c'est peut-être un tort, parce que ça nous permet aussi c'est ça qui fait arriver à des situations telles qu'elle est, c'est ça qui nous fait arriver à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est que on passe trop de temps à courir toute la journée, on passe trop de temps à critiquer, à essayer d'être toujours au top, toujours en avance, d'avoir de l'argent, de pouvoir montrer aux autres, hein, qu'on a réussi sa vie. Ça passe par les biens matériels, au grand détriment de la famille, de son entourage, voilà, on passe complètement à côté de soi et des proches, et c'est vrai que c'est terrible, hein, on le constate partout, davantage en plus avec ce confinement. On est beaucoup trop sur les réseaux et beaucoup trop peu avec les autres. Donc la première délibération, c'est de se couper aussi un peu de tout ce flot d'informations. Ce matin, j'écoutais une femme, je sais pas si je cite son nom parce que je sais qu'elle est hyper subversive et que ça devient compliqué pour elle. Voilà, elle a été internée pendant un mois ou deux, pour des raisons, parce que c'est une opposante politique, hein. Elle développe énormément de choses, et surtout elle fait de l'aide juridique pour essayer d'aider toutes les mamans et tous les papas pris dans le cercle vicieux du système judiciaire français, de l'aide sociale à l'enfance. Donc elle arrive très facilement, voilà, comme ça, à casser les mesures, comment ça s'appelle, les mesures abusives et tous les vices de procédure, voilà, c'est ce que je cherchais.
Et donc, bah, forcément, ça dérange, hein, ça dérange le système. Et donc, cette dame s'est vue internée pour diffamation. Oui, c'est possible. On peut se faire interner pour diffamation. Voilà. Et puis, en quelques mois, l'internement en diffamation est devenu internement pour incitation à la haine. Donc, il n'y a aucune haine dans ses propos, si ce n'est une haine peut-être du système et des notables qui nous pourrissent la vie. Mais voilà, elle appelle aucunement à la vengeance et à tout ça. Donc cette dame, c'est Linda Tracandi. Exactement. Attention, encore une anti-franc-maçonnerie primaire. Oui, bah oui, je parle de Tracandi, Florence, mais je la connais peu, hein, j'ai pas encore tout étudié. Euh, Moi, franchement, personnellement, je suis pas une anti-franc-maçonnerie primaire. Après, voilà, encore s'il y a beaucoup de francs-maçons, j'en connais quelques-uns. euh, et au sein même de ces loges, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup, il y a des gens très bien et il y a des gens très 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 mauvais. Des gens qui rentrent là-dedans par envie de réussite sociale et non par philanthropie, etc. Et des francs-maçons que je connais qui sont quand même du bon côté du manche se plaignent régulièrement de ces parasites dans la franc-maçonnerie et voudraient eux-mêmes faire le ménage là-dedans parce que c'est insupportable d'y aller par philanthropie et de se rendre compte qu'en fait c'est plus pour faire de la connivence et pourrir la vie du bien commun. Donc voilà, moi je pense qu'il y a à peu près 20% de francs-maçons qui sont extraordinaires au sein de ces loges. Et à peu près 80%, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est un ami qui m'aide aussi à sortir de ma situation. C'est insupportable de voir ouais, à quel point ces sociétés secrètes, parce que c'est quand même une société secrète hein, qui ferme la porte à l'ensemble de l'humanité, participent au fait de pourrir le monde. Hein. Voilà. Je peux vous dire en Corse de ce que j'ai vécu, bon nombre de gens qui participent à détruire le bien commun, aussi bien au sein des associations subventionnées, au sein, que ce soit dans la formation, que ce soit dans le social, que ce soit dans l'écologie, et dans tout un tas d'associations de défense des droits. Bah, y a une énorme pompe à fric hein, derrière, hein, la subvention, ça attire tous ces requins. Et voilà, et j'ai pu constater, d'ailleurs c'est les deux fois où on m'a menacé de mort, euh, dans deux projets locaux qui pouvaient vraiment se révéler extrêmement émancipateurs et extrêmement intéressants pour, pour les personnes, euh, comment dire ça, pour les plus précaires et pour un développement économique plus sain. Euh, bah, ces projets-là ont été entièrement phagocytés. Et moi qui ai insisté en rentrant dans ces projets-là pour essayer d'aider à leur développement, hein, pas du tout dans la volonté parce que je bisquais de ne pas avoir eu les projets ou quoi, j'ai jamais postulé pour un projet. À chaque fois, j'arrive en essayant d'aider la faisabilité de ces projets en tant qu'association, en tant que bénévole, juste passionné par ces projets-là. Je vais les citer, hein. Il y avait la monnaie locale complémentaire Corse. Voilà. L'argent a été distribué, mais on n'a jamais eu les billets dans les poches. Ça, c'est insupportable. Et pareil, le choix du candidat, bah, il n'y en a eu qu'un déjà, hein, parce qu'apparemment il y a eu un petit problème au niveau de la communication de comment ça s'appelle, l'appel d'offres. Donc forcément, bah, s'il y a un seul candidat qui est au courant de l'appel d'offres, bah, il n'y a qu'un seul candidat qui postule, donc forcément le choix est vite fait. Et donc voilà, ça a duré 18 mois, 2 ans. On nous a fait croire qu'on avait la volonté d'eux. Nous, très tôt, on a commencé à monter au créneau parce qu'on a bien compris qu'il n'y avait aucun intérêt autour de l'économie sociale, solidaire, écologique. Les personnes qui avaient pris le projet, d'ailleurs, s'étaient moquées de moi, hein, une fois que, dès la première interview et recherche de prise d'information, ils m'avaient dit non, mais je crois qu'on a un problème de vocabulaire entre nous. Voilà. Économie, d'accord, super. Social et solidaire, ils m'avaient fait comme ça, hein. Social et solidaire, pas de ça chez nous. Enfin, donc, voilà, c'était très vite, ça avait tourné au vinaigre entre notre association et leur association.
Et on était remonté se plaindre auprès de l'ADEC, qui est l'Agence de développement économique de la Corse, dont le président donc, était à l'époque Jean-Christophe Angelini. Il nous a mis au comité de pilotage de ce projet pour pouvoir lui faire remonter absolument tout ce qu'on avait pu voir. Et puis bon, la seule fois où le comité de pilotage s'était réuni pour prendre une décision fondamentale par rapport à ce projet-là, voilà, c'était pour choisir la couleur du billet. Et donc on a quitté la table, on était 11, on était venus jusqu'à Ajaccio pour pouvoir choisir ensemble de tout un tas de choses. Et au final, quand on a compris que c'était juste pour choisir la couleur, on s'est barré, on a dit bon, à 10 ça devrait aller. Donc voilà, évidemment, beaucoup de gens dans le projet étaient en lien avec différentes loges. Et malheureusement, on voit bien que ça fait jouer aussi des intérêts qui ne sont pas ceux du bien commun et du peuple et des non-initiés. Il y a eu un autre projet donc, mené par l'association Études et Chantiers. Moi, pendant longtemps, pour rigoler, je disais équerre et compas, mais non, Études et Chantiers. Et Corse, qui est voilà, très 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 phagocytée elle-même, voilà, qui a pris tout le monopole de la formation, et c'est une espèce de pieuvre gigantesque, indéboulonnable. Et eux, ils avaient récupéré un projet d'accorderie. L'accorderie, c'est du système d'échange local. On se donne du temps entre nous, comme ça on passe pas par le système monétaire. Donc voilà, si je sais faire je sais pas, du tricot, du repassage, du ménage, de la lecture à quelqu'un ou promener un chien, je fais ça pendant 1 heure et puis je peux bénéficier d'1 heure auprès de tout le réseau. C'est pas forcément la même personne à qui on se file je peux donner 1 heure à quelqu'un et en prendre 1 heure à quelqu'un d'autre à partir du moment où il est dans ce réseau-là. Donc voilà, tout ça était évidemment très intéressant d'un point de vue développement de l'économie sociale et solidaire et développement d'une autre façon de voir le monde. Bien sûr, on n'en a pas voulu. Enfin, on a bien voulu des sous, mais on n'a pas voulu faire les projets. Et ça, c'est extrêmement rageant, c'est plus possible. C'est pour ça que la première des choses à faire si on veut vraiment inverser cette tendance, et ça, cette semaine, j'essaierai de mettre en œuvre une première réunion. On va faire ça dans un live, ce sera plus simple. Donc réunion autour de ce projet de médias indépendants citoyens, 100% fait par les citoyens, 100% écrit par les citoyens et distribué par les citoyens. Parce que l'idée ce serait de le faire en colportage, hein, pas d'être dans les réseaux classiques de distribution de la presse. Donc trouver aussi des endroits partout en France où on voudrait s'occuper de distribuer ce magazine, que ce soit une association qui le ferait pour augmenter ses fonds propres sans passer par la subvention, l'autofinancement, en passant par l'autofinancement. Voilà. Le projet de départ de Bouge ta Corse, qui va se transformer donc en Bouge ta citoyenneté pour avoir voilà, une portée nationale. Ce serait donc d'avoir une rédaction par région, de pouvoir mettre en avant, pas les problèmes justement, les solutions. On sort du côté anxiogène des médias et on parle essentiellement de ce qui va bien. C'est pas une volonté de faire du bisounours ou du je sais pas quoi, c'est juste que plutôt de critiquer ceux qui font mal, mettre en avant ceux qui font bien, et ça fait une pierre deux coups, parce que forcément, si on met en avant ceux qui font bien les choses, et ça montre aussi que quand ça marche pas ou quand ça discrédite les entreprises qui n'ont pas la même volonté ou les porteurs de projets qui font pas les choses dans le sens du bien commun. Donc ce média, distribution en colportage, c'est hyper intéressant le colportage parce que d'une part, ça nous permet aussi de former énormément de gens, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est encore l'argent qui domine le monde, donc il faut proposer des emplois aussi pour ce monde de demain qu'on attend de toutes nos forces. Et donc plutôt que de faire des métiers alimentaires, payés au SMIC ou très précaires, nous pourrions tous colporter ce magazine. À la base, Bouge ta Corse, il était comme le magazine du professeur Choron que je vendais dans les années de 2000-2002. Il était vendu donc en rue, sur les places de marché, dans les événements. 5 € et la moitié pour le vendeur.
Ce qui permet quand même que si tu en vends une vingtaine par jour, bah, tu gagnes 50 euros. Si tu es un peu efficace, tu peux faire ça en 3-4 heures. Et puis tu passes le reste de ta journée à profiter pour toi, pour tes enfants, pour tes proches. Et, euh, et dans la volonté aussi de faire un magazine le plus éthique possible, on va mettre en place une charte du vendeur. C'est-à-dire que tout l'argent récolté par la vente du magazine, le vendeur s'engage à le redistribuer dans des réseaux éthiques, sains. C'est-à-dire, voilà, pas de supermarché, pas... Bah voilà, après on va pas fliquer nos vendeurs, mais l'idée c'est vraiment de redistribuer dans les réseaux de l'économie sociale, solidaire et écologique. L'intérêt aussi, donc, par ce média vendu en colportage, on sensibilise nos lecteurs, bien sûr, mais quelque part, le vendeur qui vient à nous par le besoin d'argent, il n'est pas forcément au fait non plus de tous les articles qu'il peut y avoir dedans. Donc, s'il veut pouvoir le vendre correctement, il est obligé de le lire. Donc, quelque part, on sensibilise aussi bien nos lecteurs que nos vendeurs. Et ça permet aussi de toucher une population précaire qui peut s'émanciper aussi par la réflexion, se renseigner autour de ses projets, peut-être se mettre à se convertir je sais pas, dans la permaculture, dans des projets autour de l'économie sociale et solidaire, dans des projets autour de l'autonomie énergétique, l'éco-construction. Voilà, tout, bien sûr, voilà. Le thème du journal, c'est les 5 thèmes de la transition, je vous en parle souvent. Autonomie alimentaire, il y a plein de solutions. Autonomie énergétique, pareil. Économie sociale, solidaire et écologique. Démocratie directe et, comme ça prend tout petit tout ça, l'éducation alternative. Donc il y a plein de sous-sujets au sein de ces 5 piliers. Hein. Autonomie alimentaire, il y a aussi bien la consommation que les déchets. Dans l'autonomie énergétique, il y a aussi bien l'habitat que le transport. Voilà, la fabrication d'électricité. Dans l'économie sociale, solidaire et écologique, on peut parler de monnaie locale, on peut parler de création d'emplois, de réseaux d'entreprises éthiques. Tout ce qui touche la démocratie directe, il y a le RIC, il y a les RIC, parce qu'il y a 4 formes de RIC. On en parlera, on fera une émission si vous voulez là-dessus. Il y a le tirage au sort, il y a les mandats courts, non cumulables, non renouvelables, les différents modes de scrutin. Et le tirage au sort, c'est surtout pour les membres de l'exécutif. Hein. Après, pour choisir les lois qu'on veut, il y a des gens pour les préparer, mais après, ce serait le référendum d'initiative citoyenne. Et l'éducation, donc il y a aussi bien l'éducation alternative, l'école à la maison, l'IEF. Il y a les écoles démocratiques qui sont vraiment un projet très très porteur qui pourrait vraiment servir nos enfants de façon énormissime, avec aussi bien la pédagogie Montessori, Freinet, tout type de pédagogie dans ce sens-là, différente. Et il y a l'éducation populaire, donc tout ce qui touche à comment sensibiliser les adultes à la chose politique, faire en sorte qu'ils s'investissent plus. Parce que quand on voit le résultat de l'abstention d'hier, dans les différents reportages, il y a plein de gens qui nous disent qu'ils sont dégoûtés de la politique et qui s'y intéressent plus du coup. Et ça, je suis désolé les amis, j'ai pas voté hier, mais par contre, je me concentre énormément sur cette question politique. Et c'est en se détournant de tout ça qu'on laisse la place au pire requin de l'humanité. Hein. C'est Alain, le penseur Alain, qui nous disait ça. Par définition, l'homme juste et bon ne recherche pas le pouvoir. Il n'en veut pas. Voilà. Il ne veut pas contrôler les autres par le pouvoir. Donc il se présente pas aux élections, il participe pas à tout ça, il donne des conseils éventuellement, mais du coup il laisse sa place. Il laisse sa place aux hommes qui sont moins bons, les hommes qui recherchent le pouvoir. Et par définition, celui qui recherche le pouvoir, il a forcément des intentions personnelles ou des intérêts qui vont pas forcément autour du bien commun. Et donc c'est très difficile comme ça de mêler bien commun, intérêt individuel et comment on pourrait justement essayer de faire une pierre deux coups. C'est ça aussi l'objet du plan d'action citoyen. Donc, je vous invite à partager un maximum ces lives. Vous pouvez les retrouver maintenant sur la chaîne YouTube Bouge ta citoyenneté. Je remercie beaucoup à ce citoyen bénévole qui m'a contacté suite
à mes vidéos, qui m'a proposé son aide, parce que moi je suis pas du tout technicienne de tout ça, et je vous avoue que je passe déjà beaucoup trop de temps sur les réseaux, et donc voilà, j'ai pas Instagram, j'ai pas Twitter, j'ai pas tout ça, et sincèrement, s'il y en a qui veulent s'en charger, moi, au contraire, hein, c'est pas quelque chose qui m'appartient. Bouge ta citoyenneté, ça appartient à 60 millions de citoyens, et ce serait bien qu'on arrive tous ensemble, même si je sais bien que ça va faire des couacs, hein, bien sûr, l'humain n'est pas parfait, il fait toujours des bêtises, mais ça se rattrape. On est tous en capacité de comprendre que, voilà, il y a des bêtises, il y a des bad buzz, il y a des trucs comme ça, mais si on fait les choses avec la foi, le maximum de bons sentiments, on arrive quand même à faire des choses sympas. Bon, les amis, quoi vous dire d'autre? Il est déjà 8h08. Hein, je ne sais pas ce que ça veut dire 8h08. Je crois que c'est une symbolique aussi assez forte. Vous regarderez. Moi, je peux vous faire un peu de lecture si vous voulez qu'on reprenne ça. Mais le plan d'action donc citoyen, c'est vraiment voilà, comment essayer de se creuser entre nous au sein d'assemblées citoyennes locales. Comment essayer justement de créer un média, parce que voilà, le premier des points, le premier des pouvoirs, on a bien compris, hein, c'est pas le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire, c'est le pouvoir médiatique, parce que bien évidemment, bah, c'est ça qui fait les élections, c'est ça qui participe au fait que la société continue de vivre dans la peur, dans la consommation, dans la recherche d'un idéal par l'avoir, le bien, et non par l'être et la conscience. Donc voilà, si on veut inverser la tendance, je pense que voilà, un vrai média citoyen où les vendeurs eux-mêmes peuvent participer à la rédaction du magazine, parce que bah, les vendeurs, c'est eux qui le distribuent un peu de partout, et qui sont à même aussi de rencontrer des porteurs de projets, de, 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 de mettre en avant tout ça, parce que voilà, si on a 1000, 10 000 vendeurs partout en France qui chinent un peu de partout, bah, c'est clair que ça va faire énormément de matière pour la rédaction. Et derrière, même si les gens ne sont pas familiers avec l'écriture, on peut très bien faire des ateliers d'écriture, travailler justement pour mettre en avant tous nos rédacteurs, tous nos colporteurs, qui donc viennent à nous avec des difficultés diverses, mais que derrière on essaye de mettre en avant, de redonner confiance et estime d'eux-mêmes, par la publication d'un article tiré à, je sais pas, 5000 exemplaires. C'est vrai que c'est très valorisant pour des gens qui pensent qu'ils ne sont pas légitimes ou qui n'ont rien à dire et que de toute façon on n'a jamais demandé leur avis. Donc voilà, ça peut être aussi une façon de se renforcer, de prendre confiance en soi. Et ça, pendant 8 ans au sein de Bouge ta Corse Magazine, je l'ai très souvent constaté, quoi. Dès qu'on redonne un peu de visibilité aux uns aux autres, dès qu'on leur confie, voilà, qu'on leur fait confiance, qu'on leur montre qu'ils peuvent faire aussi bien que n'importe qui, ben ça marche vachement bien en fait. Ça marche vachement bien les amis. Donc moi c'est vrai que pendant 8 ans, bah, ça a été un peu un canard boiteux hein, mon magazine, parce que bah, moi-même il fallait que je prenne confiance en moi, il fallait que j'arrive à assumer ce côté patronne de presse, parce que voilà, j'ai bac moins de 3 mois. Ouais. Donc je suis parti, j'ai arrêté mes études en 2001-2002, parce que voilà, je venais d'avoir 18 ans, beaucoup de difficultés à appréhender ce monde qui me terrorisait, etc. Et j'ai eu mes 18 ans entre le 11 septembre 2001 et le 21 avril 2002. Et franchement, ça m'a énormément choqué. J'étais dans un lycée qui était très très engagé politiquement, où j'ai pu avoir une instruction vraiment qui m'a fait prendre conscience de justement tout ça. J'ai étudié la sociologie, Bourdieu, tout un tas de penseurs, tout un tas d'auteurs qui m'ont vraiment fait comprendre la nécessité aussi de ne pas lâcher. Et voilà, le savoir est une arme. Vos questions sont les balles. Et si on veut se défendre, ben, la première des choses, c'est déjà de défendre cette instruction, ce partage de savoir, de connaissances. Et l'avantage entre le savoir et l'argent, c'est que bah, si tu as 20 euros dans la poche et que tu les donnes à quelqu'un, toi-même tu les as plus. Alors que si tu as 20 savoirs dans la tête, tu les donnes à quelqu'un, tu les as toujours. Donc voilà, comment développer tout ça? Bon, je vois que
Il n'y a pas beaucoup de commentaires, c'est un peu frustrant parce que moi je peux parler pendant 1 heure, mais l'objectif de ce média, c'est de ces cafés live, c'est aussi de se connecter les uns les autres et d'apprendre les uns les autres. Et bon, je peux vous apprendre plein de trucs, mais j'aimerais bien aussi que vous n'hésitiez pas à monter dans les lives. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à monter dans mes lives par contre, hein, ça c'est pas cool. Et il faudra trouver aussi appel à toute personne qui pourrait nous créer une plateforme qui nous ferait quitter les réseaux dominants. Ce serait une très bonne chose qu'on puisse communiquer différemment. Hop. Je vous montre aussi hier, j'ai trouvé des cerises. Il y avait un arbre, je comprends pas, il était surchargé de cerises, juste au bord de la route. Et on a l'impression qu'ils attendaient qu'une chose, c'était que se fasse bouffer par les oiseaux. Alors comme il n'y avait pas de propriétaire, je me suis mis sur le muret et j'ai essayé de ramasser un maximum de ces magnifiques cerises. Regardez-moi ça, comme elles sont belles. Hein, quand on voit le prix que ça coûte et que ça se fait dévorer par les oiseaux, aussi c'est quand même dommage. Donc, Florence, tu réagis plus. J'aimerais bien qu'on développe un peu plus, une anti-franc-maçonnerie primaire. Moi, ça me choque. Est-ce qu'on peut être au moins une anti-franc-maçonnerie secondaire alors? Enfin, on a le droit quand même de s'exprimer là-dessus, même si je sais que c'est des sociétés secrètes. Plus on en parle, mieux c'est pour la démocratie, parce que ça peut avoir une telle incidence sur la vie de tout un chacun qu'à un moment donné, il faut sortir du tabou là-dessus. Hein. D'ailleurs, c'est François Hollande, je crois, qui en parlait aussi quand il était en recherche, voilà, quand il cherchait à devenir présidentiable. Il avait fait une interview, hein, on pourrait peut-être la chercher sur Internet, sur, bah oui, on ne peut pas faire autrement que de passer par eux si on veut être élu. Il avait dit quelque chose comme ça, et moi ça me choque. Ça me choque énormément. Si tu regardes un peu d'ailleurs l'histoire de la création de la démocratie, tous ces penseurs justement des Lumières, il y a beaucoup de choses à dire et voilà, il faut absolument s'instruire sur les droits de l'homme, etc. Moi je suis désolée quand je vois cet œil, ce triangle au-dessus de la table des droits de l'homme, ça me fait un peu flipper parce que je me demande vraiment est-ce que c'est les droits de l'homme vraiment ou est-ce que c'est les droits de la franc-maçonnerie uniquement et qu'il faut être initié pour pouvoir bénéficier d'un tout petit peu de droits sur cette terre, tu vois. Ça c'est vrai que ça me perturbe. Alors est-ce que j'ai déjà écouté? Je te dis, la première vidéo que j'ai écoutée c'est ce matin, on m'a envoyé ça. Donc elle est sortie d'hôpital psychiatrique, là elle a passé un mois ou deux dedans. J'ai écouté donc on va dire les 15 premières minutes d'une vidéo qui dure 44 minutes. Donc voilà, je suis pas du tout en mesure de parler de cette femme. Par contre, ce que j'en ai écouté vis-à-vis du traitement qu'elle a reçu là-bas, vis-à-vis de ce qu'elle défend, ben voilà, pour l'instant je n'ai rien à redire. Mais je ferai le tour de la question Tracandi et on reprendra cette conversation. Par contre, voilà, moi, il y a le fond et il y a la forme. La façon de l'avoir internée, alors qu'elle défend beaucoup des mamans, des papas qui sont dans mon cas, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup plus que ces vidéos, en fait. Donc, en ce moment, il y a une espèce de rafle des militants et des opposants politiques. Ça s'est passé d'ailleurs la semaine dernière aussi. J'ai eu une mère de famille qui m'a contacté parce que son compagnon avait été mis en garde à vue. Ils sont venus chercher à 6 h du matin, comme ils font. Et voilà, sans chef d'accusation aucun, elle savait même pas voilà, ce qu'on lui reprochait. Un monsieur du CNT, mais voilà, peu importe, en tout cas un opposant. Ce type participe à aucune action, si ce n'est de distribuer des tracts sur les places de marché. Et donc, du jeudi au lundi, elle ne savait absolument pas où il était, quand est-ce qu'on allait lui ramener. Elle a appris ensuite qu'il était en prison. Et heureusement, voilà, en une semaine, à force d'avoir communiqué à droite à gauche et avoir fait des lives pour parler de cette personne, elle a été relâchée.
Et donc c'est aussi pour ça que c'est indispensable de communiquer aussi sur toutes ces tentatives comme ça de pression sur les opposants politiques. Peu importe qu'on pense qu'ils aient raison ou pas de dire ceci ou cela, voilà, moi je suis pas d'accord avec toi, je vais certainement pas t'empêcher de pouvoir le dire. Je vais essayer justement de te combattre avec ma bouche, ma langue, et le débat d'idées, le contradictoire. Je vais certainement pas ni t'interner, ni te mettre en prison, ni te mettre des pressions, aussi bien avec le système fiscal, enfin comment ça s'appelle, les services fiscaux français ou les services sociaux qui vont mettre la main sur tes enfants, etc. Tu n'as que sa version. Eh bien, n'hésite pas à m'envoyer en MP un maximum d'informations contradictoires sur cette personne et puis je me ferai mon avis par moi-même. Hein. Donc moi, je suis pas du tout là pour défendre Linda Tracandi. Par contre, quand je vois comment ça s'est passé pour elle, ça m'inquiète beaucoup au niveau de ces dérives totalitaires-là. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, des dérives totalitaires qu'on subit en ce moment, dès qu'on n'est pas conforme à la pensée gouvernementale. Ça m'intéresse beaucoup plus. Et si Linda Tracandi dit de temps en temps des conneries, ça peut arriver à tout le monde, j'ai pas à en juger. Mais par contre, voilà, si elle a des propos tout à fait justes 90% du temps, je vais être suffisamment intelligente pour dire, tiens, là, elle a 90% de propos qui me conviennent, et puis là, je la rejoins pas du tout dans les 10% qu'elle dit, et c'est pas pour autant que je vais tout jeter. Hein. Je sais faire la part des choses. C'est comme un monsieur dont on ne peut citer le nom sans se taper tous les trolls de la création et les antifas, Étienne Chouard. Moi, je suis désolé, j'aime beaucoup cette personnalité. Je vous invite à regarder l'excellente vidéo TEDx La cause des causes. Donc Étienne Chouard, il a pu dire des conneries, certainement. Mais pareil, quoi. Dans ses propos, s'il y a 1 ou 2% de conneries, je vais pas jeter les 98 ou 99% de choses qui sont excellentes et que c'est évidemment extrêmement subversive et qui pourrait apporter un maximum à la société. Donc voilà, réponds à ma question. Est-ce que tu n'es pas plus choqué par le traitement qu'on peut avoir, hein, parce que Étienne Chouard, par exemple, il a subi un lynchage, mais un lynchage de folie. D'ailleurs, quand on voit François Ruffin à un meeting France Insoumise qui commence c'était juste après les Gilets jaunes, je crois, ou au moment de l'élection, je sais plus, qui commence à remercier Chouard, parce que c'est vrai que c'est lui qui a participé énormément au fait qu'on entende parler du RIC, référendum d'initiative citoyenne. Moi, à l'époque où je l'ai connu, il parlait du RIP, référendum d'initiative populaire. Voilà, énormément de gilets jaunes sur les ronds-points. Soutenez Chouard, il est venu d'ailleurs à de nombreuses reprises hein, sur les ronds-points des gilets jaunes. Mais forcément, voilà, il est interdit de plateau, interdit d'émission. Le révisionnisme est un délit, d'accord. Et donc, j'aimerais bien savoir exactement quelle promotion du révisionnisme il fait. Parce que, je suis désolé, hein, la fameuse interview faite par... comment il s'appelle déjà? Il a un prénom comme un nom, pour nom. Celui qui avait écrit sur Sarkozy aussi. Bref, quand le journaliste qui lui fait son interview, alors qu'il parle du référendum d'initiative citoyenne, il parle de tout ça, puis d'un coup, comme ça, complètement hors sujet, il lui fait une question piège en disant ouais, mais et les chambres à gaz, tu vois. Moi, je trouve ce procédé intellectuel un peu dégueulasse déjà. Ça n'avait rien à voir avec le sujet de l'information, de ce qu'il était en train de parler. Et il lui fait une espèce de question piège où Chouard voilà, s'en débarrasse en disant moi je suis pas spécialiste de ça. Il faut répondre oui, j'y crois à fond. Il n'a pas été très judicieux, mais en même temps, quand il est face aux caméras et quand il essaye de parler d'un raisonnement autour de la démocratie athénienne et comment s'émanciper de tout ça, on te parle de chambre à gaz d'un coup comme ça, comme si ça tombait du ciel cette question. Je trouve ça quand même un peu bizarre cette façon de procéder. Et donc dans ses propos, il a absolument pas dit que les chambres à gaz n'existaient pas. Il a dit je suis pas spécialiste de la question et je suis pas venu là pour répondre à cette question. Donc voilà. Si encore c'était Forisson voilà qui va faire
qui va directement contester tout ça, etc. Non, faut pas tout mélanger non plus, quoi. Le révisionnisme est un délit, je suis d'accord, je suis pas du tout révisionniste, quoi que ce soit, mais en même temps, l'histoire, les historiens, ils travaillent comme ça en essayant de faire du révisionnisme de l'histoire officielle. Donc, comment on fait en fait? Comment on fait ça? Je comprends pas, tu vois. Donc, c'est vrai que moi j'ai tendance à croire que celui qui fait l'histoire, c'est le vainqueur. Hein, parce que bah, le perdant, il a les pieds dans les ruines, il n'est pas là pour faire l'histoire, il est là pour sauver les meubles. Et c'est vrai que si on regarde les histoires officielles, et quand on regarde un peu, par exemple, moi j'aime beaucoup aussi, je sais aussi qu'il est controversé, mais cet historien franco-suisse, Guillemin, Henri Guillemin, voilà. Il y a des trucs à apprendre, il y a des trucs à jeter, mais moi dans son travail sur Napoléon, par exemple, je trouve ça tout à fait respectable. Il y a 8 heures à peu près de vidéo, c'est intéressant. Donc voilà, je sais que tu te heurtes facilement à cela, Florence, mais en attendant, tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu penses justement de cette pression faite aux gens qui ne sont pas conformes avec cette vision gouvernementale de la société? Pour moi, c'est du fascisme. Et certains propos d'Étienne Chouard et tout, j'ai jamais vu aucune incitation à la haine. J'ai jamais vu, voilà, prôner comme ça, enfin, être antisémite, d'extrême droite ou je sais pas quoi. Par contre, je sais bien que, voilà, quand on a des propos qui dérangent, on est souvent attaqué de toutes les sortes possibles. Attends, je vais juste répondre à un texto. Je sais pas si je peux le faire. J'arrive. Je vais couper à 8h30, hein, ou alors je vais prendre la voiture et je vais y aller. J'arrive. Mince. Oui, vas-y. Euh, Florence, tu fais une phrase et après tu disparais, c'est un peu pénible. Ah, hop, voilà. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, vous êtes toujours là. Donc voilà, Florence, moi j'aime pas trop ce procédé. Tu commences à lancer sur un sujet, après tu commandes plus. T'es passé où, Florence? Donc voilà. Je vais revenir sur le plan d'action. Donc il est 26. Je peux grignoter encore quelques minutes, mais s'il n'y a pas plus d'interaction, j'arrête. Donc, que faisons-nous cette semaine pour essayer d'inverser les tendances? Donc, comme dans Minus et Cortex, voilà, toujours la même chose, toujours les mêmes semaines. Ah, cool. Attendez, hein, je réponds à un ami qui va venir me chercher. Je vais aller travailler aujourd'hui au jardin. Là. Excusez-moi. Hop. Ok, donc, bababim, bababam. Comment on fait pour s'émanciper de tout ça? Donc cette semaine, à bloc, à bloc, à bloc de réunions et de travail en commun autour de cette création d'un média. Donc comment on fait pour l'autofinancer? Comment on fait pour le rédiger? N'hésitez pas, voilà, sur l'adresse bouge-ta-citoyenneté@protonmail.com, bouge-ta-citoyenneté@protonmail.com, à m'envoyer éventuellement des sujets d'articles ou carrément rédiger des articles si vous avez des projets, des envies, des associations, des choses à mettre en avant ou nous montrer votre mode de vie histoire de faire avancer toute cette transition écologique et citoyenne par l'exemple et non pas par la critique. N'hésitez pas donc à m'envoyer des sujets d'articles. On va mettre en place donc une cagnotte, une espèce de plateforme de financement participatif pour ça. Si vous avez des idées aussi de plateforme de financement participatif qui soit le plus éthique possible, n'hésitez pas à m'envoyer vos conseils. Et donc, il y a le lien, hein, je pense que
L'imprimeur, pour faire 5000 exemplaires d'un magazine d'une quarantaine de pages, c'est à peu près 2600 euros. Voilà. Bon, bah, si 2600 personnes donnent 1 euro, on a ces magazines. Et après, on se partage les cartons. Il y a une quarantaine de cartons, on les partage un peu partout en France. Et puis avec la vente, on finance le numéro d'après, etc. En gros, 5 euros le magazine, il faut à peu près 1,50 € pour financer le numéro d'après. 1 euro qui nous reste pour financer les actions. Et 2,50 € pour rémunérer le vendeur. Donc ça peut être quand même pas trop mal. Voilà, plateforme de financement participatif, ça peut être très très rapide. S'il y a quelqu'un qui veut s'en occuper, moi je suis pas forcément très calé là-dessus. S'il y a quelqu'un qui veut s'occuper de comment réaliser un petit clip de présentation pour cette campagne de financement participatif, ça aussi je veux bien de l'aide. Et donc voilà, on peut déjà se concentrer là-dessus mardi, mercredi. Et le reste de la semaine, comment essayer de sortir du monopole du supermarché. Ça aussi, si on arrive à produire par nous-mêmes, si on arrive à distribuer par nous-mêmes, je peux vous assurer qu'au niveau émancipation du peuple, on a déjà deux façons de faire qui peuvent un, appauvrir justement tout ce système qui nous a servi, manger plus sain, rémunérer les producteurs beaucoup mieux. Il y a le train qui passe à nouveau. Petite Micheline. Donc voilà. 1. Le média, continuer les réunions là-dessus. 2. Le groupement d'achat solidaire à échelle régionale. Le fonctionnement, c'est tel que le supermarché coopératif. Donc tu donnes 3 heures de ton temps minimum par mois gratuitement. Et en échange, comme ça, tu obtiens un tarif sur ton panier moyen. Et 3, je dirais, voilà, tout ce qui touche aux éco-centres, centres de formation en autonomie, ça aussi il faut les développer, il y a un réseau national, comment on pourrait réussir à créer des éco-centres un peu partout, des villages démocratiques un peu partout. Je vous invite à découvrir aussi les cantons autonomes et le village démocratique de Pourgues, j'en ai déjà parlé. Voilà, comment nous pourrions vraiment inverser toutes ces tendances-là. Le village démocratique de Pourgues, il a été entre le projet et la réalisation du projet, il s'est passé en 11 mois. Donc vous vous rendez compte, si au sein des Gilets jaunes, on avait commencé à développer tout ça, on aurait un maximum de cantons autonomes et de villages démocratiques. Donc voilà, il y a beaucoup de boulot, on n'est pas prêt de chômer, c'est ça qui est intéressant. Pour une fois, nous qui nous avons toujours vendu la crise économique, écologique, etc., ben, dans le domaine de la transition écologique et citoyenne, il y a des dizaines de millions d'emplois. Et c'est le plein emploi pour tous. Hein. Donc voilà, essayons de se concentrer là-dessus, essayons de se concentrer sur le zéro déchet, comment on peut supprimer le plastique de nos vies. Pareil, ça c'est énormément créateur d'emplois parce que on récupère les biodéchets, on remet en place la consigne, on met en place tout un système comme ça de récupération du verre. Et ça, c'est vrai que c'est très intelligent aussi. Donc je vous invite à voir le Drive tout nu, si vous voulez regarder aussi les vidéos du Drive tout nu. Voilà, beaucoup de choses à faire. Il n'y a plus personne qui participe depuis un petit moment, à part Corso Sempre, qui me fait un petit bonjour. Coucou Corso. Voilà, moi je vais aller travailler parce que j'ai besoin de gagner ma vie auprès de mon petit maraîcher préféré. J'ai déjà fait un reportage sur lui. Donc voilà, je vais vous laisser. Merci d'avoir partagé. Il est 8h31. N'hésitez pas à quitter les réseaux sociaux pour la journée. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit. Allez, bisous à tous. Forza, speranza e libertà. Ciao les amis, à plus. Puis on pourra parler aussi, des élections et tout ça. Mais franchement, moi, ça m'intéressait pas d'en parler plus que ça aujourd'hui. Allez, bisous à tous. Je vous laisse. À demain. Et surtout...